Nous allons procéder tout de suite à notre deuxième panel qui portera sur la rédaction de contrats et la gestion des risques juridiques dans les projets de construction et d'infrastructure. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène votre modératrice, Maître Aïda Benani. Et là, Aïda. Annoncer les intervenants. Vos intervenants, Moussa Ikir, chef de division d'études et conseil juridique chez l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Imad Maliki, directeur juridique et du contrôle interne et secrétaire du conseil d'administration chez Air Liquide Maroc. Lara Salem, ma collègue chez LexisNexis, elle est Head of Content Strategy. Et Alias Kali, Senior Counsel Strategic Growth chez Mastercard. Et on attend notre modératrice. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Donc, en attendant Aïda, on va un peu changer le programme. J'allais proposer une petite démonstration de notre nouveau produit qui est Lexis Protégé, dont Yahya et Sarah vous ont déjà parlé. Donc, Lexis Protégé, c'est un ajout à notre produit Lexis plus AI, donc c'est notre Agentic AI. Donc ce qui est assez unique de ce produit, c'est qu'il est intégré non seulement à Lexis plus AI, mais aussi à vos outils Microsoft et à votre environnement digital. Donc je vais juste montrer un peu les fonctionnalités et en parler juste après. Est-ce qu'on peut montrer la vidéo, s'il vous plaît ? Bonjour Aïda, donc je laisse la parole à notre modératrice Aïda. Et puis toutes mes excuses, j'étais juste à côté, on ne m'a pas prévenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lara pour la vidéo de présentation et pour avoir improvisé mon absence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce panel consacré aux défis juridiques au cœur des financements de projets. Nous allons parler ensemble du régime juridique des garanties et sûretés, mais aussi les risques contractuels qui traversent les contrats de construction et d'approvisionnement. Nous examinerons la portée réelle du contrat, des clauses d'assurance, la force majeure, des dommages et intérêts liquidés à la stabilité contractuelle, sans oublier les études d'impact environnemental, l'octroi de permis, les clauses de règlement des litiges. Nous aborderons également une dimension désormais incontournable, la gestion des risques juridiques grâce à l'IA, notamment avec des outils comme Lexis AI, qui transforment la rédaction, le contrôle et le suivi des obligations contractuelles. Enfin, nous traiterons des enjeux de protection et de transfert des données, un programme dense, essentiel et au cœur des pratiques modernes du droit des affaires. Merci à nos intervenants et merci à vous pour votre présence. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et je vais m'adresser à toi, Ahmed, si tu le permets, pour te poser une première question qui est liée justement à la compréhension des risques juridiques
qui découlent de la rédaction des contrats. Et donc, selon toi, quels sont les points d'attention du juriste aujourd'hui lors de l'élaboration d'un contrat d'approvisionnement? Merci Aïda. Alors pour faire plus simple, en fait, moi je vois plutôt 4 catégories en fait au point d'attention sur les contrats d'approvisionnement. La première en fait c'est de savoir qu'est-ce qu'on est en train de fournir. Pour faire le parallèle en fait d'une société comme Air Liquide, on a une multitude en fait de services ou de produits qu'on sert, c'est des produits des fois de première nécessité. Et la difficulté en fait c'est de traduire l'aspect technique en fait relatif à ces fournisseurs-là, à ces fournitures-là dans le cadre du contrat. Donc pour moi en fait le premier point d'attention c'est de définir le scope, traduire les données qu'on a, les données techniques qu'on a en objet contractuel clair. Ça c'est le premier point. Deuxième point c'était plutôt par rapport aux engagements en fait, qu'on a sur ces fournitures-là. On parle souvent en fait, de volume, min-max, est-ce que je dois m'engager à garantir un minimum ou c'est as available en fait, comme condition. Très important en fait, dans le cadre d'un contrat de fourniture. Troisième aspect, c'est l'aspect financier. Quelle est la contrepartie, le prix? Pour nous, il ne suffit pas uniquement de mettre un système d'indices. Pour moi, il y a aussi une pondération à avoir en termes des volumes réellement consommés ou réservés pour ce client-là, avec toute la partie risque aujourd'hui qu'on a sur la publicité de certains indices, comment je peux modifier en fait, ou réviser mes prix pour que ça soit économiquement viable. Les collègues de précédents panels ont rappelé en fait un terme qui est très intéressant et que je pense que qui est la bancabilité des projets et la partie en fait contrepartie et prix et système de révision de prix est très importante. La troisième partie en fait pour moi c'est ce que vous avez déjà annoncé, c'est les si jamais. Et comment on limite les responsabilités. La limitation de responsabilité n'est pas une chose facile, surtout quand on provisionne en fait, un produit aussi vital. Je prends l'exemple, on fournit par exemple en gaz industriel, notamment d'oxygène, en fait, avec un impact qui peut être très très considérable sur l'établissement qui en bénéficie. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des responsabilités illimitées. Donc c'est très important en fait, de limiter la responsabilité et d'exclure clairement en fait, les dommages indirects et les risques d'exploitation. Alors un dernier point d'attention, en fait, c'est aussi comment on prépare la fin. C'est quelque chose en fait, qu'on doit discuter au début du contrat. Donc, pour finir, les conditions de résiliation elles sont très importantes et la sortie de ce contrat. Merci beaucoup, Ahmed. Est-ce que vous, Moussa, justement, en tant que chef, responsable juridique à l'ONI, vous avez des points d'attention que vous souhaiteriez évoquer? Alors, merci beaucoup, Aïda. En fait, je souhaiterais juste répondre à la question par rapport au texte de la commande publique. Effectivement, par rapport à la première intention, en fait, la première question qui doit attirer l'attention d'un juriste dans un établissement public ou dans un organisme étatique, c'est tout d'abord l'équilibre contractuel. Aujourd'hui, dans le temps, il y a cette définition qui est donnée au contrat, au marché public, au contrat de droit public, c'est l'existence des clauses exorbitantes de droit commun. Aujourd'hui, ni le juge administratif, ni les arbitres qui sont spécialisés en droit dans le domaine de marché en question n'acceptent plus le déséquilibre. Donc la première question qui est examinée, c'est l'équilibre contractuel.
Et puis, là, il y a des éléments, d'autres éléments qui sont examinés, à savoir est-ce que au moment, avant même de préparer les documents contractuels ou pré-contractuels, est-ce que le besoin est suffisamment défini? Parce que tout se joue au moment de préparation du besoin. Parce qu'une fois un besoin mal défini, ça va donner bien évidemment un contrat déséquilibré, une prestation soit non réalisée ou là difficilement réalisable. Donc c'est effectivement et puis il y a l'élément sur la question de la rédaction, de l'harmonie du contrat qui est très important. Parce que souvent, des fois, on y trouve au moment d'un contentieux que normalement, il y a une clause qui n'aurait dû pas être insérée ou qui n'aurait dû pas être rédigée de cette façon, soit mal écrite ou difficilement interprétable entre les parties. Et il faut savoir que les règles de l'achat public ils sont contraignants en termes de délai, en termes de formalisme, publicité, etc. Donc, il y a d'autres éléments qui sont importants sur le fait de ne pas accepter les déviations. Une fois on a choisi un formalisme de passation d'un marché public, notamment, je parle de l'appel d'offres ouvert, c'est pratiquement interdit d'accepter les déviations. Une déviation, ça signifie des réserves sur engagement qui débouchent directement vers la casse d'un appel d'offres. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a d'autres éléments importants, à savoir le fait comment on va juger les offres. Les offres, une offre anormalement basse et les juger sur le prix lorsqu'il est forfaitaire et sur le prix lorsqu'il est sur la ligne des prix lorsqu'il est unitaire. Il y a des marges qui sont acceptables aussi bien pour les travaux que pour la fourniture. Pour les travaux, on accepte généralement 20%. Et pour la fourniture, on accepte jusqu'à 25%. Donc, sur le tout, il y a la partie, il y a ces éléments qui fondent et qui forgent les périmètres d'un acheteur et qui ne doit pas dépasser. Donc, un simple dépassement d'un certain nombre de règles qui sont contraignantes. Et ça débouche vers soit un contentieux, en annulation devant un juge administratif ou un contentieux devant un tribunal arbitral. Ce qui ajoute un fardeau supplémentaire pour l'acheteur. Merci beaucoup, Moussa. Donc, si j'ai bien compris les points d'attention, est-ce que vous mettez en place des sortes de checklists peut-être qui vont vous aider à faciliter votre travail? Vous avez bien précisé que votre marge de manœuvre dans le cadre des marchés publics est assez minime, donc ça laisse très peu de place à la négociation contractuelle. Justement, quels sont les réflexes que vous avez mis en place dans votre structure pour aller plus vite et analyser les risques juridiques contractuels en amont de la rédaction? En fait, par rapport à cette question, c'est normal qu'on établit des listes de to-do, des checklists pour éviter ce type de risque et pour bien sûr apporter des réponses. Mais il y a des risques normalement qui relèvent du fait, qui ne relève pas d'interprétation du texte, mais plutôt d'une question du fait, qui n'est pas une question de droit. Donc à ce moment-là, normalement, ce qu'on conseille généralement, c'est il doit y avoir une révision périodique des procédures, une révision périodique des textes réglementaires, de façon à prendre en charge ce type d'événements. Une veille juridique qui est mise en place. Effectivement.
Et puis, il y a le suivi, bien sûr, et le suivi de tout ce qui est en fait, le suivi qu'on apporte généralement par rapport et des réponses et des avis juridiques qu'on apporte généralement par rapport à des questions qui sont posées. Néanmoins, il y a une institution auquel généralement on fait appel, c'est la CNCPI. C'est la CNCPI, c'est la Commission nationale de la commande publique, qui est composée des experts en matière dans le domaine des marchés publics. Donc, qui sont Vous la consultez pour des avis, soit des avis, soit du consultation lorsqu'on tombe sur une question d'interprétation. Souvent, on tombe sur des questions qui sont ambiguës, soit dans le cadre de passation, notamment. Et ils émettent des avis et ils apportent des réponses à des questions qui ne sont pas prévues dans le texte, soit un règlement des achats qui est propre à un organisme, soit par rapport au décret des marchés publics. Très bien, merci beaucoup. Ahmed, au sein de Air Liquide, justement, quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés lors de la rédaction des contrats ? Alors, pour reprendre en fait votre question par rapport aux outils en général de gouvernance qu'on a pour l'anticipation des risques juridiques, c'est très important de mettre en place en fait au moins chez Air Liquide, des instances de revue d'offres. L'idée c'est d'anticiper tous les risques opérationnels qu'on peut éventuellement avoir lieu, un arrêt de fourniture, un engagement inadéquat sur des volumes en principe qu'on n'a même pas. Un engagement de supply chain, est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour livrer correctement ce client-là? Est-ce qu'on a intégré aussi le risque client? Toutes ces instances qui permettent en fait aux juristes d'anticiper et de pouvoir incorporer en fait les risques opérationnels dans l'établissement et la rédaction en fait d'un contrat d'approvisionnement. Les risques en général qu'on peut avoir en dehors des risques opérationnels, ils sont plutôt des risques inhérents au contrat lui-même, en fait, comme l'a souligné Moussa, c'est une mauvaise délimitation du scope, une mauvaise interprétation technique, une ambiguïté technique en fait par rapport à ce qui est à un contrat d'approvisionnement, mais pas que. En fait, on a aussi un défi majeur qui est de conformité réglementaire. Un changement en fait de qualification. Pas loin qu'hier, on a parlé en fait de l'exemple des établissements à importance vitale, sur lesquels on peut être classifié soudainement et qu'il faut encore y intégrer. Donc, trois gros risques que je vois. C'est des risques d'ambiguïté de contrat, c'est des règles intrinsèques au contrat qu'on pourrait avoir, des risques opérationnels, arrêt d'unité, un problème dans le supply chain, et un dernier risque plutôt conformité, comment on intègre en fait le risque de conformité dans nos contrats. Très bien. Merci beaucoup. C'est une parfaite transition justement pour parler des techniques et des mesures et des réflexes et les procédures à mettre en place au sein de votre organisme. Vous qui êtes dans la rédaction daily, on va dire, c'est votre quotidien. Justement, vous avez mis en place des outils, des process. Comment ça se passe ? La principale mesure en fait qu'on a pris, c'est plutôt un check en fait sur l'engagement, sur la gestion on va dire en fait des délégations de pouvoir, on va dire, c'est la première instance qu'on a fait, qu'on a mis en place pour enfin contrôler nos engagements contractuels. C'est en addition en fait des organes de pilotage de nos engagements contractuels, que ce soit avec les clients ou avec les fournisseurs. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, par exemple, sur l'usage des nouvelles technologies, éventuellement, oui, c'est intégré, mais plutôt en support, en fait, pour une sorte de due diligence par rapport à d'autres aspects que nous,
on ne maîtrise pas forcément. Data protection, par exemple, les NDA qu'on pourrait en fait signer sur des projets de financement stratégique. Principalement, c'est les outils qui sont mis en place chez nous. Donc, si j'ai bien compris, avant même toute discussion, toute négociation contractuelle, vous avez automatisé la signature des NDA, des checklists. Parfait. Moussa, peut-être des process que vous avez mis en place au sein de l'ONI? Effectivement, il y a en tout cas, par rapport à cette question, certainement il y a des procédures. Il y a des procédures qui interprètent soit les textes réglementaires ou soit les textes législatifs. C'est pas justement juste l'interprétation, mais il met au mouvement le texte carrément, de façon à permettre à délimiter les rôles des parties prenantes dans un projet, et également, comme a dit, c'est Emad, sur agir sur les délégations du pouvoir et des signatures. Donc il y a cette question, et puis il y a toute la partie sur la déconcentration, décentralisation, parce que nous sommes quand même un établissement public qui intervient partout au Maroc, donc nous avons des directions régionales partout, donc il y a un seuil d'engagement de dépenses, donc il y a un seuil de dépenses par rapport à pour ne pas permettre à ce que toutes les dépenses soient centralisées au niveau de l'élection générale. Donc il y a cette il y a une délimitation par seuil et j'imagine aussi une délimitation géographique. Voilà. Il y a cette partie de procédure et puis il y a l'intervention en amont et pendant et après. Et en amont, bien sûr, il y a ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a checklist toute une checklist des événements et des choses à éviter, puisqu'il constitue quand même des risques pour l'exécution. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui est plan de charge, par exemple, et il doit être défini, il doit être clarifié. On parlait de la définition de besoins tout à l'heure, on avait dit. Et puis, pendant l'exécution, il y a toujours on intervient toujours, il y a toujours l'importance de support, aussi bien pour les achats, pour les affaires juridiques, il y a toujours le support qui intervient. Et tout à l'heure, M. Emad a parlé des ND. Aujourd'hui, il y a cette pratique qui est devenue systématique. Chaque fois, avant de passer à des négociations, il y a des ND qui sont établis. Et avec l'évolution de la technologie, il y a ce réflexe de protection, en fait, qui protège le système d'information, les systèmes d'information. Donc, on prend en considération, ça se prend en considération de plus en plus cette importance sur le risque cybernétique pour les marchés qui concernent les systèmes d'information. Et bien sûr, il y a l'intervention en aval. Après l'exécution, il y a toujours un REX qui se fait. Et bien sûr, sur lequel on tire des renseignements qu'on souhaite éviter dans les prochains contrats. Merci beaucoup, Moussa. Donc justement, pour rebondir sur les risques juridiques dont vous avez parlé dans le cadre de la contractualisation, vous avez bien évoqué les risques juridiques classiques liés au contrat, mais là, on voit émerger de plus en plus les risques juridiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quels sont, encore une fois, les réflexes que vous avez mis en place pour, j'imagine que vous utilisez dans votre quotidien ces outils, et face justement à l'innovation et à la technologie, comment vous appréhendez ces risques juridiques nouveaux, qu'on pourrait appeler, face aux défis qu'on rencontre aujourd'hui? En fait, j'avais évoqué tout à l'heure tout ce qui peut protéger, pour effet ou pour objet de protéger les systèmes d'information contre les cyberattaques. Et puis, il y a ce nouveau venu qui est l'IA. Et en fait, il y a des projets actuellement en cours par rapport à qui touchent soit les entités support ou les entités opérationnelles. Donc, il y a une évolution sur ce sujet. Et bien sûr, pour limiter l'intervention et bien sûr pour gagner en efficacité opérationnelle.
Merci. Peut-être, Ahmed, tu voudrais ajouter quelque chose, parce qu'on a parlé, comme on a dit, des risques juridiques, mais maintenant, face à l'IA, quels sont les risques juridiques qui découlent de l'usage de l'IA, qui viennent s'ajouter? Principalement, en fait, pour une structure comme la nôtre, c'est plutôt une protection des données personnelles, en fait. C'est principaux, premièrement, la protection des données personnelles. C'est un gros challenge, en fait, quand on est face à l'utilisation de l'IA. Ce qu'on a mis en place, c'est plutôt des workspaces intelligence artificielle propres au groupe, en fait, pour garantir, en fait, que les données qui sont intégrées soient protégées, sauvegardées, en fait, dans un serveur adéquat. Plusieurs sessions de formation aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, dans quelle sorte est-ce qu'on peut intégrer, oui ou non. En fait, c'est plutôt de la sensibilisation aux acteurs qui interviennent en utilisant, en fait, ces espaces-là. Et plutôt, en fait, le gros challenge aussi, c'est tout ce qui est propriété industrielle. En fait, nous, on est plutôt une entreprise plutôt axée technologie, et le risque, en fait, qu'on a, c'est plutôt que des développements, que des outils ou des procédés ne soient pas correctement protégés quand elles sont intégrées en dehors, en fait, de workspace IA qui a été mis en place. Voilà. Merci beaucoup. Je m'adressais à Alia. On parle de données sensibles et de données contractuelles sensibles. Comment, selon vous, en tant que directrice juridique au sein de Mastercard, comment les solutions d'IA doivent-elles être conçues pour assurer une sécurité maximale des données? Tout d'abord, merci de nous avoir. Merci LexisNexis pour cet événement. Alors je vais commencer comme bonne avocate que je suis par un disclaimer. Je vais parler un peu de l'IA tel que je le connais aujourd'hui, mais l'avancée technologique est tellement rapide, en fait, que la façon dont aujourd'hui on l'utilise n'est peut-être pas celle que l'on va utiliser dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans. Ça d'une part. Et d'autre part, je vais juste un petit peu bifurquer, un petit chouïa bifurquer, avant de parler du comment et du pourquoi, en fait. Pourquoi, en fait, quand on parle aujourd'hui de Gen AI, de GPT, ça bouleverse aujourd'hui l'exercice de nos fonctions en tant que juristes. Alors, en fait, quand on parle de GPT, c'est ce qu'on appelle un Gen AI, c'est-à-dire un generative, une intelligence artificielle générative, donc qui, en fait, crée du contenu à partir d'une instruction qu'on appelle du prompting. Donc c'est la première fois où en fait on fait mouliner un algorithme et qui va créer en fait du contenu qui peut être du texte intelligible, du son, des images, du code, et qui va utiliser pour ça des quantités phénoménales de data, d'informations, et qui va vous le donner d'une manière construite, intelligente, qui va aussi apprendre. On va fonctionner par itération. Donc, la première fois, ça ne va pas être la bonne, la deuxième, donc d'où intelligence artificielle. Et donc, on voit tout de suite et on comprend tout de suite, en fait, l'enjeu pour nous, avocats et juristes, que ce que ça implique. Quand on parle de données, on parle de jurisprudence, on parle de contrats, on parle de données importantes qui, parfois, sont difficiles d'accès, d'analyse. Et là, on a un outil qui peut le faire. Donc cette analyse très importante de data, comme je l'ai dit. Alors bien sûr, on a parlé un peu des risques, mais comme elle est générative, il y a ce qu'on appelle des risques d'hallucination, puisque en fait ce qui se passe, c'est qu'elle va générer quelque chose qui n'existe pas, et donc du fait, ça peut être n'importe quoi. Et il va y avoir aussi, comme on a dit, comme elle fonctionne sur une base de données, et ça va être en fonction de la base de données que vous allez lui communiquer, qu'elle va produire, qu'elle va générer quelque chose. Donc, il y a eu un moment où si, par exemple, vous lui donnez des images où ce ne sont que des hommes qui apparaissent, la machine ne sera incapable de reconnaître une femme ou une femme de couleur. Donc, ce qu'on appelle les bias, les biais. Et puis aussi, on a évoqué le problème de souveraineté. Donc, voilà, donc j'ai fait une petite bifurcation, mais je pense que c'est important de set the context.
pour expliquer en fait pourquoi ça change, pourquoi c'est important et pourquoi ça bouleverse aujourd'hui la façon de faire. Et donc pour ramener à moi, donc vous l'aurez compris, j'ai rien à voir avec les projets d'infrastructure. Je suis dans une boîte technologique spécialisée dans les paiements. Donc on opère à peu près dans plus de 200 pays. On a une direction juridique qui comprend plus de 500 avocats. Donc autant vous dire les contrats, les risques juridiques, et on est dans un secteur qui est extrêmement réglementé. Donc l'analyse de la donnée, l'analyse de la réglementation qui évolue en permanence, la rédaction des contrats, le fait de s'assurer aussi que les contrats ne sont pas en contradiction entre elles, tout ça me ramène au point qui est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'opportunité que l'on a pu voir, en tout cas au sein de Mastercard, dans l'utilisation du GenAI. Donc, comment on l'a fait en fait? Comment nous, on a adopté ça? Alors déjà, on l'a adopté en tant que boîte technologique, on l'a déjà adopté pour nos produits et nos services. Et puis aussi, on l'a adopté pour nos salariés. Donc il y a un peu plus d'1 an, Mastercard a octroyé un certain nombre de licences, Copilot, pour Microsoft, en fait, qui est le GenAI de Microsoft, pour pouvoir améliorer, avoir un juriste amélioré plus, si vous voulez. Mais c'est de l'apprentissage, vous voyez. Donc on nous a donné un outil, un super assistant potentiel, je dis potentiel, parce que comme je l'ai expliqué, en fait, le GenAI ou enfin le chatbot, le GPT, ou appelez-le comme vous voulez, il va générer sur la base de ce qu'on appelle du prompting, c'est-à-dire de l'instruction que vous lui avez donnée. Donc, ils nous ont donné un certain nombre un outil, donc un espace sécurisé pour opérer, parce qu'aujourd'hui, on a plein d'outils de LLM qui sont disponibles, GPT, Perplexity, DeepSeek, entre les US et la Chine. En fait, je pense que vous avez fait plus ou moins le tour. Bon, on oublie peut-être Mistral en France. Et donc voilà, donc ils nous l'ont donné. Et puis autour de ça, il y a eu tout un entraînement, un apprentissage en interne. Il y avait des personnes qui étaient un peu plus tech-savvy, donc qui aimaient un peu plus ça, et qui apprenaient. Moi, enfin, je suis une AI champion au sein de Mastercard, donc j'aime bien utiliser ce truc-là et partager l'expérience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que juristes? Alors déjà, c'est un super assistant. Donc j'insiste, c'est un super assistant. Donc assistant. Donc déjà, en termes de gain de temps, résumer les emails, résumer les meetings. Vous avez souvent des meetings où vous êtes plus concentré sur le contenu que sur les notes que vous devez prendre. Vous devez poser. Et le prompting est hyper important parce que dans ce cas-là, vous pouvez lui demander quels sont les points, quels sont les next steps, quelles sont les actions que je dois prendre de ce meeting. Donc il va y avoir des choses concrètes que vous pouvez déployer. L'analyse réglementaire. Je vous ai dit que je travaille dans une boîte où la réglementation est omniprésente, où elle évolue extrêmement rapidement. Je couvre des problématiques ESG du Maroc, mais principalement aux US et en Europe. Et la réglementation est extrêmement dense et dans d'autres pays, je ne maîtrise pas la langue. J'avais une réglementation en japonais, je ne lis pas le japonais. Donc j'ai pu, donc cet outil-là m'a permis en fait d'avoir une première analyse de la réglementation, à partir de laquelle, bien évidemment, je vais confirmer les conclusions, soit à travers un cabinet d'avocats, soit à travers mes confrères locaux. La rédaction de clauses. La rédaction de clauses, en fait, c'est phénoménal. Et je vais vous donner quelques tips, en fait. La machine, vous pouvez uploader, bien évidemment, on va parler vous ne pouvez pas faire ça sur ChatGPT, hein, c'est pas ce que je vous dis de faire. Mais donc, quand vous avez un espace sécurisé, vous pouvez uploader vos modèles de contrats, d'accord? La machine reconnaîtra systématiquement vos contrats. Vous pouvez demander à la machine de rédiger des clauses ou des contrats entiers sur le même ton, sur le même style que vous choisissez.
Vous pouvez demander à la machine de devenir un persona, c'est-à-dire vous lui dites, vous êtes un avocat spécialisé en droit des affaires, vous êtes un avocat spécialisé en ressources humaines. Donc, et il va adopter ça, il va adopter cela. Et en cela, c'est un outil phénoménal pour la rédaction de contrats, de clauses. Aussi, on a parlé des risques. Quand il est capable d'analyser ces données, vous voyez, par exemple, des données importantes. On a parlé des contrats en matière d'investissement, de projets. Eh bien, il va être capable d'analyser des dizaines, des centaines, des milliers de contrats que l'ONE, par exemple, a signés et voir les anomalies, voir qu'est-ce qui ressort en fait, voir est-ce que les contrats sont similaires ou est-ce qu'une clause en particulier est un peu bizarre. Il y a un non-compete ou une clause d'attribution de juridiction qui n'est pas la bonne, etc. Chose qu'une personne ne peut pas faire en un temps de fraction de seconde. Voilà, donc je vais passer, parce que je vois que Aïda me regarde et que je suis prise dans mon élan. Ceci étant, donc un point important, je pense, c'est un super assistant, d'accord? Ça veut dire, et c'est un Gen AI, donc il va générer pour vous. Il est essentiel, le rôle de l'avocat est essentiel là-dedans, parce que, Gen AI, il n'est pas responsable. Il n'a pas un code, il n'a pas un code de déontologie à respecter, d'accord? Il n'est pas responsable. Donc, quand moi je ponds une note et qu'elle va à mon CEO, c'est moi qui suis responsable. Donc, il y a un rôle fondamental de l'avocat de revoir, de confirmer et de s'assurer de la qualité et de la véracité des textes. Et enfin, je vais juste conclure. Quand j'ai commencé, j'ai dit un disclaimer. Aujourd'hui, je vous parle du LLM, du Gen AI, du ChatGPT que vous connaissez tous. D'accord? On parle maintenant d'Agentic AI. Gen AI, on lui donne de l'instruction et il répond. Gen AI, donc le Gen AI, il est réactif. L'Agentic AI, il est proactif. On a parlé d'un problème d'une checklist, on a parlé de checks. Eh bien, l'Agentic AI, vous allez le prompter, vous allez lui donner un workflow, il va prendre des actions. C'est-à-dire qu'il va prendre une décision par rapport à un certain workflow. Et en cela, je pense que c'est un outil fabuleux, sous contrôle des personnes, et on pourra parler, et Lara va parler des safeguards et de tout, pour améliorer et donner encore plus, donner plus un outil extraordinaire pour les personnes pour mieux contrôler le risque juridique. Voilà. Merci Alia, merci pour cette intervention très pertinente. Lara, j'aurais 2 petites questions pour toi. La première, c'est comment les directions juridiques peuvent-elles intégrer des principes éthiques dans l'utilisation de l'AI générative pour la rédaction contractuelle et quel rôle joue LexisNexis dans cette gouvernance responsable? Merci Aïda, et d'abord merci à Alia parce qu'elle a, comme on dit en anglais, she set the stage. Donc elle a bien expliqué comment on utilise les outils d'IA, quels sont les bénéfices et aussi on a vu quels sont les risques. Donc certainement, l'IA est là. On ne peut plus ne pas dire qu'on ne va pas utiliser cette technologie parce que tout va tellement rapidement, donc si on n'utilise pas ça, on va être vraiment dépassé, surtout il y aura une nouvelle génération qui va certainement l'utiliser, mais comment l'utiliser? Donc nous, ce qu'on est en train de voir, d'après ce que j'ai vu dans la région et avec mes discussions avec d'autres cabinets et entreprises, c'est qu'il est très important d'abord de mettre une charte d'utilisation de l'IA au sein de votre cabinet ou de votre entreprise. Comment est-ce qu'on choisit les outils d'IA? Donc, comme elle a dit, chez Mastercard, ils ont Copilot. Chez nous, LexisNexis, on a aussi, hormis nos outils à nous, on a aussi accès à Copilot, on a accès à ChatGPT Enterprise et à d'autres outils IA. Mais, donc, comment les choisir? Pourquoi les choisir? Donc, qu'est-ce que ça va faciliter?
avoir des lignes directrices très claires pour comment est-ce qu'on utilise. Par exemple, on ne peut pas utiliser les open models comme ChatGPT et autres si on n'a pas un accès d'entreprise. Donc ça veut dire que si on met des contrats où on demande à ChatGPT de générer des contrats, ChatGPT va prendre vos données, prendre l'information de vos clients, va utiliser vos données pour apprendre son modèle et donc ça va être problématique pour beaucoup de raisons et surtout pour la confidentialité et les questions de data protection. Donc s'assurer clairement que comment on met les limites de cette utilisation à l'interne. Et aussi, je pense que tu as touché là-dessus, Alia, un peu, c'est que dans l'utilisation de l'IA, il faut toujours ne pas oublier qu'il y a le human in the loop. Il faut qu'il y ait un regard, oui, un regard d'un humain après. Donc, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est je discutais avec quelqu'un, un professeur d'une faculté à Qatar. Donc, il me disait qu'il permettait à ses étudiants de générer des contrats avec ChatGPT. Okay, c'était fictif et pour le cadre académique. Mais après, comment est-ce qu'ils jugeaient leur apprentissage ? Il demandait à ses étudiants, hors accès ChatGPT, de vérifier les contrats et de dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces contrats et où est-ce qu'en sont les risques. Donc c'est un accélérateur, finalement, l'IA. Donc, deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer quand on utilise des outils, surtout dans le domaine juridique pour minimiser les risques, c'est de s'assurer qu'on utilise un outil qui est vraiment développé pour le cadre juridique. Donc moi, on a vu une petite vidéo de Lexis Protégé. Je vais expliquer un peu comment ça se passe chez nous, chez Lexis. Et Sarah en a parlé aussi de notre immense base de data qu'on a. Donc, il faut s'assurer de la qualité des sources, qu'elles sont fiables, vérifiées, qu'elles sont mises à jour. Donc, on ne peut pas demander à l'IA de générer quelque chose sans qu'on s'assure que le training data est bien, ce qu'on dit en anglais, clean, propre. Donc, il faut vraiment privilégier les outils spécialisés pour le domaine juridique et ça peut faciliter énormément le travail contractuel et minimiser les risques. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant de ça, il y a chez nous, chez Lexis, il y a un outil qui s'appelle Create, je pense parmi d'autres. C'est, au fait, on a accès à tous les contrats vous avez accès à vos contrats de l'entreprise. Et quand vous rédigez, il y a un plugin donc qui peut vous assister à chercher des clauses, par exemple, des clauses de non-concurrence et de s'assurer qu'on veut utiliser cette clause-ci qu'on a utilisée dans un contrat précédent, ou bien, quand c'est combiné avec Lexis Protégé, ça nous montre d'autres clauses potentielles. Donc, là, je pense qu'il y a un grand avantage d'utilisation de ces risques, de ces contrats. Je ne sais plus parler. De ces outils. De ces outils, oui. Pour minimiser les risques. Donc, chez nous, chez Lexis, nous faisons partie d'une société mère qui s'appelle Relex. Donc c'est une grande société qui a plusieurs autres sociétés dans le domaine médical, l'aviation, et on nous a mis des principes de responsible AI governance, donc de la gouvernance de l'IA. Donc c'est on doit s'assurer de l'impact des outils qu'on développe, okay. On doit s'assurer, comme on a
mentionné déjà, qu'il n'y ait pas de potentiel de biais ou de hallucination dans nos outils. On doit s'assurer que human in the loop, que nous-mêmes on vérifie dans le processus de l'entraînement de nos LLM de la qualité des outputs, de ce que donne l'IA générative. On a aussi ce qu'on appelle privacy by design. Donc, tous nos produits sont développés de façon à s'assurer de la sécurité des données, de la sécurité de l'information de nos clients, que nos outils n'utilisent en aucune façon les données de nos clients pour entraîner notre produit, ni même les prompts. Donc, on ne retient absolument rien. Donc, même parfois, pour moi, c'est un peu frustrant. Par exemple, on a vu sur la vidéo de Protégé, et je vais expliquer un petit peu, c'est qu'on peut charger des dizaines de documents et travailler, demander des questions. Sauf que si, par exemple, on est interrompu et puis on a un appel et puis on revient, et quand on revient, les documents ne sont plus là. Okay, donc ça, c'est un peu frustrant, mais c'est fait de manière à s'assurer qu'on ne retient rien. Et ça fait partie des principes de RELX qu'on a. Mais c'est rare qu'un outil en général, il y a une durée de conservation des outils d'intelligence artificielle qui peut aller de 15 jours à au-delà de ça. Là, c'est en instantané, d'après ce que tu nous expliques. 10 minutes. 10 minutes. Mais il y a, si jamais vous voulez retenir, par exemple, si vous travaillez sur des réglementations et vous voulez les retenir et revenir, il y a quelque chose qu'on appelle le vault. Dans ce cas d'usage où le système retiendra à ce moment-là les documents, mais c'est seulement si vous donnez la permission et vous voulez que le système retienne cela. Merci beaucoup, Lara. Tu as en partie déjà répondu à ma deuxième question. Donc, je vais juste la reposer, peut-être que si tu veux la compléter sur le fait justement quelle est la particularité de Lexis AI pour permettre de réduire les risques juridiques et opérationnels dont on a cité. Et peut-être aussi justement... Justement, je vais développer plus là-dessus. La particularité, premièrement, je pense que c'est la data. Le output ou les résultats de l'IA génératif est aussi bon que la data ou le input qu'on a. Donc, on a vu, je ne sais pas si sûrement que vous connaissez le cas de Alan Schwartz versus Avianco Airlines. I think you know it, Alia. Donc, dans cette affaire-là, l'avocat avait utilisé ChatGPT pour préparer son factum devant la cour, et il avait cité de la jurisprudence fictive. Donc, parce qu'il n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. Donc, la particularité, c'est premièrement la data. Donc, oui, on a énormément de data, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette data aussi? Comment est-ce qu'on s'est assuré que la data est toujours en vigueur? Aussi, on a peut-être touché un petit peu à ça. Est-ce qu'on a les droits de train our models avec cette data, de faire l'entraînement? Donc là, il y a tout un travail de back-end. On a à peu près, je ne sais pas, dans le monde, 5000 développeurs et data scientists qui ont travaillé sur nos contenus pour justement s'assurer que de la fiabilité des résultats qui en ressortent. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, c'est justement ce que je venais de dire. De data security, je parle trop? Non, c'est parce que justement, on me fait signe que... Ok, bon. Donc ça, c'était la chose la plus importante que je voulais dire. Merci beaucoup, Lara. Merci à tous pour vos interventions. Je laisse la parole à Caroline, peut-être, pour des questions. Alors, nous avons plusieurs questions
surtout concernant la rédaction du contrat. D'abord, quelle pratique au Maroc en matière de caractère libératoire des penalties et aménagement de la responsabilité, plafond, de l'entrepreneur prestataire privé? Donc, ce n'est pas une question IA. Est-ce qu'on peut revoir la question? Répète. Oui. Donc, quels mécanismes quelles pratiques au Maroc en matière de caractère libératoire des pénalités et aménagement de la responsabilité de l'entrepreneur prestataire privé? En fait, ça revient sur le risque opérationnel qu'on a parlé tout à l'heure de la limitation à la base au moment du contrat. Si je partage mon expérience dans les contrats d'approvisionnement, on se réserve toujours à la marge en fait que vous dégagez déjà. Vous ne pouvez pas accepter plus d'un plafond qu'à définir au moment de la signature de contrat. À part un mécanisme de clarification claire de plafond en fait que vous allez accepter lors de la signature du contrat, je ne vois pas en fait quel autre mécanisme. Je pense que c'était ce dont tu as parlé, Moussa, tout à l'heure, sur les seuils, la mise en place de seuils au sein des contrats. En fait, le problème de pénalité, c'est un peu délicat parce que des fois, ce qui revient beaucoup dans le cadre de négociation, c'est effectivement le seuil. Il y a des entreprises privées qui exigent à ce qu'on se limite justement en partie profit qui va être gagné par l'entreprise. Toute la responsabilité va être limitée au montant qui va être gagné. Et il y a des entreprises qui acceptent quand même à ce qu'on se limite au montant du marché. Et des fois, mais c'est très difficile de fixer, c'est au cas par cas. Parce qu'il y a des dommages qui dépassent même le montant de marché. Lorsqu'on intervient, par exemple de maintenance, on ne veut pas évaluer le risque, ce type de risque, notamment sur une structure importante qui vaut des millions et des millions. Donc c'est un peu difficile, c'est au cas par cas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Quels mécanismes peuvent être inclus dans le contrat pour rassurer un fournisseur contre le risque de retard de paiement? Je peux prendre cette question-là. En fait, pour la partie délai de paiement, en fait, ce qu'on remarque chez Air Liquide depuis la loi 69-21 sur les délais de paiement au Maroc, c'est qu'il y a une baisse considérable en fait des délais de paiement qu'on a, que ce soit avec les clients ou les fournisseurs. Pour ce qui est des mécanismes, principalement, moi, je vois des garanties, des checks préalables. Il y a plusieurs moyens d'évaluer la solvabilité, en fait, avoir une idée sur le profit payeur ou pas, en fait, de partenaires avec qui on signe. Principalement, c'est le début. Il y a plusieurs entreprises aussi qui avancent, en fait, la couleur en termes de gestion du risque client par rapport au niveau de fourniture. Ils rappellent qu'au moment du contrat, on dit que voilà, en cas de non-respect, en fait, ça engendre directement un arrêt de fourniture et ça incite en fait le partenaire à respecter en fait le délai de paiement. Pas pour la partie publique. En fait, c'est un peu particulier par rapport au droit public. Parce que déjà, il y a des textes qui sont figés. Il y a la partie interrogatoire lorsqu'il existe des intérêts faits de retard de paiement. Donc, il est systématiquement indemnisé. En fait, le contractant est systématiquement indemnisé lorsqu'il a un retard de paiement. Donc, ça ne pose pas donc, et il y a d'autres mécanismes contractuels en principe pour éviter le risque de retard de paiement. C'est les contrats ou les mécanismes contractuels qui mettent en avant le mécanisme de subrogation, savoir le nantissement ou le factoring. Donc, toutes les garanties réelles. Et puis il y a une garantie importante, il y a une garantie qui est de solvabilité de l'organisme public. Normalement, dans le temps, il y a le marché fait les décrets et les versions antérieures des décrets. On n'exige pas ce que l'engagement, la dépense soit existe au moment de l'année.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas lancer un marché sans avoir suffisamment la dépense qui est engagée. Merci. Caroline, est-ce qu'il reste une question? Il y a d'autres questions sur les IR, mais est-ce qu'il y a des questions du public Oui. On a un micro, mais je n'ai pas quelqu'un qui... Oui. Bonjour d'abord, pardon. Oui, en fait, ça revient à toutes ces questions qu'on posait. C'était juste que là, on parle des marchés, enfin, on parle beaucoup de marchés publics. On disait que c'est compliqué parfois de négocier des contrats avec certains organismes, ça dépend desquels. Mais effectivement, parfois, on a zéro marge de manœuvre. Et donc, du coup, les textes s'imposent à nous. Et en fait, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement quand les textes s'imposent à nous? Comment on fait justement quand on veut être payé à temps? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre en place des mécanismes de plafond de responsabilité? Ou en tout cas, comment est-ce que vous assurez les risques, même si vous ne pouvez pas discuter ou négocier avec le co-contractant public? Voilà, c'était ça l'idée un peu. En tout cas, en fait, les textes réglementaires de l'achat public, ils ont fait quand même une ouverture sur la partie négociée. Il y a une négociation aujourd'hui, mais ils sont encadrés, strictement encadrés. Une fois la porte ouverte pour la négociation, on négocie à l'interne. À ce moment, mais on reste toujours dans le cadre d'un marché, et à ce moment-là, il y a des va-et-vient en fonction de, lorsqu'on parle par exemple d'un fournisseur qui a la propriété industrielle et intellectuelle d'un équipement, ou celui qui est unique au monde qui fournit un équipement. À ce moment-là, on n'a pas 60 portes, on n'a qu'une seule porte à frapper. Donc, et lorsqu'on a quelqu'un qui est le monopole, on n'a que la possibilité de négocier. On négocie, il doit y avoir cette négociation. Mais on reste quand même dans l'intérêt général qui revient tout le temps, et la négociation, elle est permise en tout cas. Donc, il n'est pas interdite la négociation. Ce qui est interdit, c'est que l'ouverture vers un marché négocié qui est suffisamment cadré. En fait, je comprends. En fait, la question, c'est par rapport au contrat privé public. En fait, comment on intègre le risque opérationnel par rapport au fonctionnement d'un marché public. Si ma compréhension est bonne, c'est plutôt dans cette optique-là. Moi, je partage en fait, parce qu'on a pas mal de contrats publics. Je pense que M. Saint-Isia a parlé tout à l'heure de cette multitude en fait, de cadres spéciaux en fait, qui peuvent sortir le cadre de marché public de sa vocation. Moi aussi, en fait, j'ai un cas particulier parce que je fournis des établissements sanitaires, et c'est un risque opérationnel qu'on comprend parce que je ne peux pas m'engager et arrêter la fourniture d'un hôpital, vu là, le caractère vital. Je suis impacté par la réglementation publique qui me dit que vous avez un volume de temps de mètres cubes heure ou par an, mais malheureusement, en fait, on a à vivre avec ces risques opérationnels. Trouver en fait un compromis en fait de régularisation plutôt qu'autre chose. Ça, c'est un partage d'expérience en fait pour les marchés publics de fourniture. Merci beaucoup. Il y a, je pense, une dernière question. Oui. Je vais essayer de le faire sans micro. En fait, c'est juste dans la continuité de vous préférez. Ça va faire beaucoup de bruit. Dans la continuité de la question de ma collègue, c'est l'idée dans le monde de la construction. Si vous regardez un peu la relation entre entité privée et entité publique, l'écart est extrêmement grand. Des marchés qui sont censés durer 1 an et demi finissent en 6 ans, 7 ans. En fait, l'idée, c'est comment l'entité publique prend en compte les intérêts et la gestion des risques des entreprises. Ça fait des années que ça dure.
Et à chaque fois, on disait le CCH des travaux, le code des marchés risque de changer. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la pratique du marché public ne permet pas aux entreprises de cadrer leurs risques juridiques. Et c'est là la vraie question. En fait, il faut savoir que l'entité publique est tenue quand même d'appliquer les textes réglementaires. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité, toute la question, est-ce qu'un organisme public a la possibilité de passer outre un texte? Parce que il faut savoir que l'acheteur public ou le gestionnaire ou un ordonnateur, quel que soit le niveau, il est quand même il est dans un dilemme entre la régularité et l'opportunité. Et il doit il doit respecter la réglementation. En même temps, en tant que chef de projet, parce qu'il a cette casquette de chef de projet, il veille à ce que ce projet aboutit dans les délais. En fait, par rapport à la question, certainement, il y a des contrats qui durent, mais c'est par rapport à des éléments qui sont exogènes à l'établissement public. On parle de risques tout à l'heure, on en parle des risques des autorisations qui relèvent d'autres organismes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport, par exemple, lorsqu'on parle des délais de délivrance d'un certain nombre de permis de construire, par exemple. Dans le temps, il y avait ce problème. Un permis de construire qui peut durer, une autorisation de construire qui peut durer. Aujourd'hui, avec la simplification de procédure, on a gagné en efficacité. Et il y a le risque, là où je peux partager avec vous une expérience par rapport à la défaillance, c'est la défaillance des entreprises qui cause à l'administration qui met l'administration dans une situation de difficulté. La défaillance d'entreprise, je parle de l'insolvabilité, je parle des engagements qui ne sont pas honorés dans le temps. Donc, en tout cas, les deux parties, aussi bien l'administration que l'entreprise, ils sont pratiquement par rapport au texte, parce que ce sont des textes figés, on n'a pas la possibilité de les amender. C'est bien sûr l'administration qui peut amender ce type de texte. Merci Moussa, je pense que c'est tout le temps que nous avons. Merci à toutes et à tous, merci les intervenants pour la qualité de vos interventions et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. On peut les applaudir. Merci Aïda Benani et merci à nos intervenants. Nous allons prendre une petite pause réduite de 15 minutes. Donc on va reprendre à 12h10.